La campagne ISF s'annonce mouvementée cette année. On ne sait pas très bien à quelle sauce les assujettis vont être mangés. C'est l'objet de la discussion de la loi de finances qui s'annonce au cours des prochaines semaines. On parle de plus en plus d'incorporer dans l'assiette les œuvres d'art. Justement, c'est le thème de cette émission dans Les décideurs de la finance. Un décideur de la finance consacré à l'ISF avec deux invités, Laurent Strichard. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Président d'Ophiliam Développement Conseil. Exactement. Une structure qui fait de l'investissement, pas que ISF. C'est combien à peu près le montant de fonds ISF dans les montants gérés? Alors aujourd'hui, on gère une centaine de millions d'euros, dont une quinzaine en ISF. On gérait une trentaine de millions d'euros en 2009. Et notre but, c'était à la fois investir dans les entreprises non cotées, en private equity, mais également en capital développement grâce à l'ISF. Donc 15% à peu près des encours, on peut dire ça. Environ, oui, exactement. Et à vos côtés, Franck Laclé, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant d'une société qui s'appelle Domaine et Patrimoine, avec un métier, le métier de la forêt. Vous exploitez des forêts, 4000 hectares, si mes chiffres sont bons. C'est ça, à peu près, oui. Pour le compte de clients. Et vous avez développé une niche aussi, parce que la forêt sort de l'assiette ISF, consacrée à l'investissement dans des forêts. On parle déjà de la situation, de l'actualité politique, avec beaucoup d'allers-retours, de petites phrases, de déclarations. Ce dernier coup d'éclat, faut-il sortir les œuvres d'art de la défiscalisation? Ça perturbe vos métiers, j'imagine? Ça les perturbe beaucoup. Il y a un buzz négatif qui date depuis mai, en fait, qui a coupé une campagne de collecte de fonds. Mais surtout, avant d'être investisseur, j'étais entrepreneur. Quand j'étais notamment directeur général de Bourse Direct, j'ai levé beaucoup de fonds. On a créé pas mal de sociétés. Avant Bourse Direct, je m'occupais d'un incubateur. Et c'est parce que j'ai fait ça qu'on a décidé d'aider les entrepreneurs à lever l'ISF. Et notre problématique principale, c'est avant tout de sélectionner des bons projets et d'amener les fonds au bon endroit, au bon moment, pour que l'entreprise se développe. Et quand vous travaillez pendant 6 mois, 1 an, sur une levée de fonds qui doit se faire au 15 juin, un décalage éventuel au 15 septembre, une incertitude totale sur le taux de défiscalisation qu'on peut apporter, ça coupe une campagne. Il y a des entreprises en difficulté, si on va plus loin actuellement, à cause de ça, parce qu'ils ne seront pas sûrs au 15 juin, c'était l'ancienne date, maintenant c'est le 30 septembre, d'avoir les fonds en caisse? C'est difficile à dire. Il y a deux approches. Il y a une approche qui est la nôtre, qui consiste à d'abord sélectionner une entreprise à un projet, et parce que cette entreprise nous plaît, de voir comment la meilleure façon de lever des fonds. Et souvent, pour de jeunes entreprises, l'ISF PME est la meilleure façon d'amorcer la chose. Elle n'existerait pas, on ne pourrait pas s'y intéresser, on serait sur du private equity pur. En conséquence de quoi, c'est parce qu'on a choisi, et on choisit tous les ans 4-5 projets, on veut vraiment les accompagner, qu'on peut lever entre 10 et 15 millions d'euros tous les ans. C'est le cas depuis l'an dernier. C'est des projets qui ne seraient pas financés sans ça, sans cette ISF PME? Non, ce sont des projets qui ne seraient pas financés, je pense, ou différemment, beaucoup moins rapides. La volonté de changer de dimension ne serait pas là. Franck, est-ce que vous observez justement ce problème de collecte actuellement? Très concrètement, alors c'est vrai ce que vous disiez par rapport au décalage, qui est l'incertitude à la part de nos distributeurs et de nos clients, qui se demandent, vous le disiez tout à l'heure en préambule, à quelle sauce ils vont être mangés. Nous, on a aussi un souci qui est un souci d'investissement, c'est que acheter une forêt, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut l'auditer, il faut la visiter, il faut faire plusieurs visites terrain en été, en hiver, donc ça demande un vrai travail. Il faut 10-15 visites à chaque fois, et les forêts sont disséminées un peu partout. Et qu'une fois qu'on en a choisi une, les acheteurs en face veulent aussi être payés. Donc il faut qu'on puisse nous caler finalement nos investissements avec une politique économique ou fiscale qui est très fluctuante. Mais actuellement, vous avez déjà collecté une partie, ou est-ce que vous dites, les gens ne vont pas bouger avant le 30 septembre, le 29? On a aujourd'hui, nous, un massif qui va être acquis fin juin, pour lequel on a déjà une partie de la collecte de l'année dernière qui sera positionnée dessus. On est très serein parce qu'effectivement, on est au bout de terminer cet investissement. Mais c'est un heureux hasard. Ça aurait pu ne pas être le cas. Est-ce que vous dites, après les œuvres d'art qui sont dans la ligne de mire du législateur, c'est la forêt le prochain sur la liste? Parce que finalement, il y avait ça, de l'outil de travail, œuvres d'art et forêt. C'est les grands... La forêt, elle bénéficie en fait hormis l'avantage fiscal
de réduction d'impôt sur l'ISF et d'imposition sur le revenu également. Elle bénéficie, et à mon sens, c'est même la philosophie même de la forêt, en tout cas fiscalement parlant, d'abattement en matière de succession et donation. 75% de la base taxable, 75% pardon, du montant échappe à la base taxable. Et la mécanique est la même en matière de base taxable ISF. Et les lois concernant la réduction d'impôts en matière de transmission de donation datent de 1930. Elles n'ont jamais été modifiées depuis. C'est un rythme long, le rythme d'un arbre. C'est ça. C'est aussi pour ça que les engagements de gestion qu'on doit prendre sont relativement longs, parce qu'on n'est pas sur un actif financier rapide. Et un actif financier donc, qui séduit de plus en plus apparemment, et pourtant qui ne rapporte pas énormément en termes de rendement. Alors, on est effectivement sur un actif qui est très stable. Alors, j'aime bien le mot actif parce que pour nous, la forêt, c'est avant tout la matière première, avec tous les débouchés concernant la cogénération, les maisons Saturbois, etc. C'est d'abord, avant tout, la matière première. Il faut faire attention, donc justement, que cette matière première ne subisse pas les assauts des places financières en matière on va dire de volatilité ou de cours de bourse. Maintenant, on est sur un actif qui est stable par définition, qui fournit à peu près 2% de rentabilité par an net et 1% de capitalisation. Donc c'est une valeur refuge quelque part en fait pour un investisseur. Le fait qu'il y ait ce changement de règles du jeu, cette instabilité finalement législative, c'est quelque chose que vous comprenez ou non, vous avez du mal à... Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à... J'entends, mais je ne le comprends absolument pas. À mon avis, il faudrait faire ce qu'a fait un gouvernement récemment, c'est d'avoir une loi de finances avec un engagement sur 2 ans, notamment pour les entreprises. C'est le gouvernement israélien qui a lancé ça. Le gouvernement israélien a fait ça dans la crise et le pays n'a pas connu la crise en tant que telle, avec une croissance de l'ordre de 4 à 5%, une stabilité économique totale et des engagements sur 2 ans de réduction d'impôts, de fiscalité pour les entreprises. C'est assez étonnant. Complètement à l'opposé de ce qu'on vit nous. Ouais. Donc ce que vous dites, ce qui manque, c'est du long terme, de la visibilité, de la stabilité, quelles que soient les règles, à la limite, qu'on soit à 75%, 50%, 25%, voire 0%, ce qu'il faut, c'est une visibilité. Une vision claire. Et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la forêt qui est un cycle long, pourquoi finalement la forêt nous apprend beaucoup de choses aussi, le naturel. C'est que d'une action qu'on mène aujourd'hui, on en aura les fruits dans 6, 7 ou 8 ou 10 ans. Et finalement, l'action qu'on va mener le jour même, elle a peu d'impact. Il n'y a pas de retour Les politiques immédiat. Devraient aller se promener plus souvent en forêt. Peut-être. Elles vont en tout cas avoir le recul de le faire pendant quelques années parce que les impacts sur l'environnement sont assez à long terme. Et c'est vrai que quand on a un actif qui est très stable et sur un cycle de gestion assez long, de changer tous les 4-5 ans, c'est impossible. On n'investit pas dans une PME pour 5 ans, qui est la durée minimum de conservation, 5 ans et demi. Tous nos projets, on les fait et on souhaiterait les faire même s'il n'y avait pas l'ISF. Et on a une vision plutôt à 10 ans. Et on imagine dès aujourd'hui ce qui se passera dans 5 ans et demi quand un certain nombre de gens voudront sortir, ce qui est la règle du jeu, pour leur proposer d'autres solutions de développement. Mais au-delà de ce problème de visibilité dans la durée, le deuxième vrai problème, c'est l'accumulation des contraintes. Déjà, monter une entreprise, c'est une course d'obstacles. C'est des haies et il faut les prendre dans le bon sens. Parce que si on les prend, même on a beau connaître le nombre de haies, si on ne les prend pas dans le bon sens, on est mort. Les contraintes qui s'ajoutent chaque année font que c'est de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que quand quelque chose marche bien, par exemple l'an dernier, il y a un certain nombre de sujets, d'investissements qui ont bien marché. Je ne parle pas des abus, je ne veux même pas en parler, il y a toujours des abus dans toute chose. Et abus ne fait pas forcément une loi généraliste. Un certain nombre de projets qui marchent bien. Quand ça marche trop bien, un certain nombre d'hommes politiques, d'intervenants catégorie haute, disent il faut rajouter une barrière. Donc il faut rajouter une règle de salarié, il faut rajouter un délai plus court, etc. etc. Il y a des kyrielles de délais. Et donc c'est la course d'obstacles qui fait qu'on est forcé d'éliminer un certain nombre de super projets dans lesquels on n'a pas les paramètres. Par exemple, nous on fait surtout des projets, on s'est intéressé à l'hôtellerie, on développe un groupe cette année de résidences adaptées au handicap. C'est un projet magnifique de société. C'est un projet très compliqué. Il y a d'autres projets qu'on a dû éliminer parce que la seule façon de le monter, c'est d'être certain, comme calculatrice, de pouvoir faire un premier tour de financement, puis un deuxième tour si on valide la première phase du business plan, puis un troisième tour. On ne peut pas forcer. C'est ça, on est forcé que tout l'argent soit investi au 15 juin, ou peut-être demain au 15 septembre, etc., etc. Donc ces contraintes sont la deuxième difficulté en dehors de l'instabilité, du manque de visibilité. Bon, on retient en tout cas l'idée d'une loi de finances sur 2 ans qui semble une bonne idée. Oui, non, mais c'est vrai. Espérons que cette émission sera vue à l'Assemblée.
Un mot sur la forêt encore, c'est un placement plutôt refuge par les temps qui courent, ça doit quand même être favorable. Ah oui, alors c'est vrai encore une fois, nous on n'a pas, vous parliez tout à l'heure de logique d'entrepreneur, notre logique à nous, elle est aussi là, c'est-à-dire qu'on parle de la forêt comme la matière première. Pourquoi? Parce que on a besoin derrière d'avoir des vrais projets, par une maison Saturbois, de cogénération, c'est des vrais projets d'ensemble. Donc dans ce sens-là, c'est vrai qu'on s'inscrit dans cette logique d'entreprise. Mais les investisseurs, j'imagine, cherchent aussi les placements forestiers actuellement parce que on se dit, voilà, ça c'est des vrais actifs en cas de crise en Grèce. On voit bien les placements. On n'utilise pas cet argument, mais c'est vrai qu'on profite aussi d'une philosophie de retour un peu sur des choses naturelles, une valeur refuge ou autre. Plus le côté écolo alors. Pratiquement, quelque part, il y a un côté écolo ou de transmission. C'est-à-dire qu'on revient le foncier, c'est ancré un peu dans nos gènes. Hein. On est tous issus de la terre, donc on sent que ça a toujours, en tout cas, un écho assez important auprès des gens. Nous, on ne surfe pas là-dessus. Encore une fois, ça fait partie peut-être des arguments ou des raisons pour lesquelles les gens viennent à nous, mais nous, on essaie de gérer ça plutôt comme un actif. Une dernière question, Laurent. Le délai maintenant est fixé au 30 septembre. Malgré cela, vous dites qu'il faut faire un chèque le plus vite possible. Alors, on comprend bien votre intérêt, bien logique, mais pourquoi se dépêcher de faire un chèque? Alors, c'est surtout l'intérêt des entrepreneurs qu'on accompagne ou des PME, parce que, comme vous l'avez dit, nous, ça ne représente que 15% de notre activité, donc on ne dépend pas que de ça et notre pérennité n'en dépend absolument pas. Au contraire, on l'a fait, il y a 2 ans, on a commencé pour nous-mêmes, pour aider un certain nombre d'amis, d'entrepreneurs, et puis on s'est prêté au jeu. Et donc, on pense qu'il faut que les gens souscrivent absolument avant le vote de la loi de finances rectificative, si possible avant le 15 juin, qui était la date initiale. Beaucoup de gens sont prêts pour cette date-là, à défaut peut-être avant fin juin. Mais alors pourquoi? Parce que les entrepreneurs ont besoin d'argent. Oui, mais enfin, en matière fiscale et en matière de défiscalisation, ce n'est pas toujours la raison entrepreneuriale qui prime. Pour être tout à fait clair et transparent là-dessus, je pense qu'il y a 2 bonnes raisons. La première, c'est que l'an dernier, le gouvernement avait annoncé un maintien du taux de défiscalisation à 75%. Il avait fait de façon tout à fait claire. Et lors des débats parlementaires, le taux était raboté à 50%. Ce taux de 50% n'a même pas encore été mis en application, que certains voudraient le baisser à 25%, voire à moins, 22%, l'aligner sur d'autres régimes, IR, CELIer, même si ça a peu de rapport. Aujourd'hui, un amendement, une loi proposée par les députés doit être financée. Certains disent que la réforme de l'IFS n'est pas financée, il va falloir trouver certains financements. Donc vous dites si on fait le chèque maintenant, on pourra passer entre les gouttes? Je pense que de 2 choses l'une, ce n'est pas une question de probabilité, je déteste être alarmiste. Je pense que si vous êtes prêt, autant faire votre chèque tout de suite. D'une part, vous pouvez défiscaliser et vous permettez de financer l'économie. Si rien ne change courant juillet lors des débats parlementaires, vous aurez réglé un problème en juin et puis voilà. Si le taux est divisé par 2 ou que sais-je, vous serez content d'avoir fait avant. Je pense que la capacité de rétroactivité est quasi nulle. En tout cas, le gouvernement a dit que ça ne serait pas le cas. Donc je pense que vous avez tout intérêt à le faire avant de partir en vacances. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire avant de partir en vacances, même si ce n'est pas encore tout de suite, sur ces questions d'ISF dont on risque de reparler abondamment. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci Thomas. Merci.